Ah, quand une meuf sort de chez elle, porte de la chapelle et qu'elle tombe nez à nez avec des rôdeurs sur le tournage français de The Walking Dead, là on vous entend tous faire vos meilleures comparaisons avec la colline du crack, hein, mais déjà les rôdeurs ont bien meilleure mine, et deux, on vous entend beaucoup moins quand moi je vais au cinéma et que je tombe nez à nez, ou plutôt nez à cul avec MODOK, hein, enfin, grosso MODOK, hein, et qu'en plus je pense qu'ils pourront pas faire pire dans le film jusqu'à ce que le type se retourne, hein. Ils m'ont fait préférer la Ré de Moduc, hein, même si j'ai quand même l'impression d'être dans une expo de dessin de Bastien Vives ou bien sur le groupe WhatsApp Casting TV de Jean-Marc Morandini. Vous savez ce qui est rassurant quand on croit au concept du ciel, c'est qu'on peut imaginer Leiji Matsumoto dessiner François Hadji Lazaro pendant qu'il lui joue un petit peu de musique. Adieu les artistes, et ici votre fidèle Comic des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 388e JT Comics. Tom Cruise va incarner Pumba dans un sketch pour l'ultime émission de James Corden, et connaissant la minutie de l'acteur qui réalise lui-même ses cascades les plus dangereuses, on peut compter sur lui pour être parti vivre pendant 3 mois avec des facochères et avoir trouvé la recette de tacos 6 viandes haricots pour lâcher la meilleure caisse en do bémol, hein, et dès la première prise. Un vrai professionnel, hein, et jetons-nous plutôt dans les news de la semaine. Perdre la boule. C'est la news insolite de la semaine, elle est fun, elle est légère, elle prouve à quel point la pop culture imprègne l'imaginaire collectif. Il y a une semaine, sur les côtes de la ville japonaise d'Hamamatsu, s'est échouée cette sphère métallique, et il y a eu un gros moment de flottement avant qu'on identifie vraiment ce dont il s'agissait. Alors, on a d'abord pensé à une bombe, on peut pas reprocher aux Japonais d'avoir peur d'une bombe, et puis à un appareil d'espionnage nord-coréen, voire même à un ovni, ou plutôt un ovni, mais les deuxièmes meilleurs, ce sont ceux qui ont très vite renommé ceci l'œuf de Godzilla, alors que ça pourrait très bien être un de ces deux mochis, et les vrais meilleurs, c'est ceux qui ont pensé à l'arrivée imminente des Saiyans, hein. Alors pas le Supakru, mais plutôt Vegeta, Broly et tous les autres, en roue arrière, tranquille, à bord de leurs pods spatiaux. Alors est-ce que Freezer vient chercher les Dragon Ball sur Terre, ou bien est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une bouée d'amarrage, et est-ce que ça choque beaucoup de monde que les Japonais, qui sont une nation de marins, n'aient pas reconnu cet objet à la seconde où il s'est échoué sur leur côte? On va plutôt garder la version de Toriyama. Dansez maintenant. Oh non, pas toi Johnny, merde. L'excellent acteur Jonathan Majors a déclaré à propos des critiques envers le film Ant-Man 3 que peu importe ce qu'on faisait, les détracteurs viendraient, hein, les haters, il a employé ce mot qui peut aussi vouloir dire les rageux, hein. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on peut quand même dire qu'en termes de caractérisation de certains personnages, hein, coucou Hope Van Dyne, en termes d'effets spéciaux, merci la NASA pour les paysages enfants, hein, eh bien le film Ant-Man 3 est plutôt croisé avec le bousier, sans pour autant passer pour un rageux. Je pense que oui, hein. D'autres personnes ont reproché à Ant-Man 3 de ne pas avoir assez de morts, hein. Ils voulaient voir Hank Pym se faire zigouiller, ce à quoi le scénariste Jeff Loveness a répondu, hein, avec un petit teasing. Il a dit: pour les fans assoiffés de sang, il existe un petit film intitulé Kang Dynasty qui devrait sortir l'artillerie lourde. Alors quand tu commences à faire la promotion d'un film en parlant du nombre de morts qu'on va pouvoir voir à l'intérieur, hein, c'est que tu cibles un public que je ne suis pas sûr d'avoir envie de croiser dans les salles de ciné. Ben oui, pour un assoiffé de sang, la vie d'Hitler ou de Jeffrey Dahmer, c'est un réel succès, donc je suis totalement contre, sauf si c'est pour scalper le fils de Hulk. Alors là, que le sang coule à flot en mode Carrie, hein. Et blague à part, le scénariste qui a aussi travaillé sur du Rick et Morty, mais qui a scénarisé des comics comme la mort de Superman dans le Dark Multiverse, du Nova, du Groot, ou encore l'apparition dans le ciel de Berlin-Est, apparaître très bientôt chez 404 Comics, a déclaré qu'il a préféré éviter de tuer quiconque dans ce film pour ne pas aussi reproduire le rythme d'Avengers Endgame. Tu m'empêcheras pas de penser qu'il a quand même un tout petit peu massacré MODOK, hein, mais bon, c'est quand même plutôt malin comme choix, et c'est là d'ailleurs qu'on vient toucher du doigt la différence entre le cliché du méchant, hein, et puis le véritable antagoniste, hein, qui est celui qui vient créer la dynamique de l'histoire en étant l'obstacle qui empêche le protagoniste d'atteindre son but, peu importe la manière. Et il n'y a pas que la mort pour empêcher quelqu'un d'atteindre son but, hein, c'est même plutôt basique. Et d'ailleurs pour moi, les moments les plus marquants d'Avengers Infinity War ou Endgame, c'est pas spécialement quand Thanos vient et qui transforme tout le monde en vieux fond d'urne funéraire. À la limite, c'est peut-être quand il vient casser le robot Magimix modèle Vision, ou alors c'est plutôt quand Hawkeye et la Veuve Noire se disputent pour savoir qui c'est qui va sauter en premier dans leur concours de plats. Même Iron Man n'a pas eu besoin de se faire décapiter par un quelconque vilain pour que sa mort soit impactante. C'est même son sacrifice qui rend la chose encore plus intéressante. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a pas forcément besoin que le méchant tue le gentil pour qu'il y ait un enjeu dramatique
intense. Et en parlant de drame, justement, parlant de la grosse dégringolade d'Ant-Man 3 au box-office, puisque la fréquentation a baissé de 69,7% entre le premier et le second week-end d'exploitation du film. Il bat même un record puisqu'il parvient à faire pire que Black Widow et Thor 4, de quelques pourcents, et c'est pas forcément étonnant puisque les gens se méfient un petit peu après le traitement accordé à ce drôle de dieu du tonnerre, mais comme disait le philosophe dans son ouvrage Système magique, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. La rumeur mag. Dans le reste de l'actu ciné, sortez vos pincettes, puisque c'est deux rumeurs que je vous propose aujourd'hui. La première, c'est celle selon laquelle l'acteur Tom Holland ferait une apparition dans le prochain film Cross the Spider-Verse, et que c'est une des raisons pour lesquelles le film a été décalé, le temps d'arranger sa venue, et donc il y aurait une dimension prise de vue réelle dans laquelle figurerait Tom Holland. Alors, je l'aime bien ce minot, puisqu'il incarne Spider-Man avec un enthousiasme qui fait vraiment plaisir à voir. Alors, pour autant, est-ce qu'on a vraiment envie de le voir dans ce film? Est-ce que ça sera pas juste un caméo anecdotique? Et est-ce que, pour autant, on peut pas compter sur les scénaristes qui sont brillants pour en faire quelque chose d'intelligent? On verra bien. Et la deuxième rumeur, c'est celle selon laquelle les projections tests d'Aquaman 2 seraient catastrophique, et il se serait même passé pendant une projection quelque chose qui n'arriverait presque jamais pendant une projection test. Je mise sur un type qui s'est levé et qui a crié « Enlevez-moi cette merde et mettez-nous plutôt le film Dragon Ball Z », mais je vous laisse spéculer sur la chose dans les commentaires. Sur papier, et dans l'actu purement comics, BD, manga, ou devrais-je plutôt dire roman graphique, si je veux me la jouer lancer de hachette et attirer les grands intellectuels, avant de voir les gros événements prévus par Marvel et DC pour l'été prochain, voyons un petit peu le Joker sous une forme que ne connaissent que certaines personnes qui écrivent des fanfictions débridées entre lui et la chauve-souris de Gotham, le Joker en daddy, le daddy de Batman, mais attention, un Batman bébé. Le manga Joker Operation One Joker de Satoshi Miyagawa et de Keisuke Goto nous montrera comment le Joker va devoir s'occuper d'un Batman qui a été rajeuni, qui va devoir donc l'éduquer et lui faire devenir le justicier de Gotham City. Alors, on va pas commencer à se moquer des Japonais, puisque ça a déjà été fait, un Batman bébé, et pas que dans les années 60, aussi en 2020 par Garth Ennis et Joel Jones, mais ça se passait dans le Dark Multiverse. En tout cas, il risque d'y avoir quelques choix difficiles pour le clown de Gotham, entre les 7 et 10 ans de Batman, vu que c'est la perte de ses parents qui le façonne très très fort. Et puisqu'il a déjà fait sauter une maternelle, la transition est toute trouvée. Something is Killing the Children, les comics de James Tynion de Force et Dale Edera vont être adaptés par Netflix. Alors, pour moi, ces comic books, c'est un petit peu comme mon beau-frère avec la douche, impossible d'y rentrer dedans, je vous rassure, il n'a pas de baignoire non plus. Bref, moi j'y arrive pas, c'est l'histoire d'enfants qui disparaissent dans les bois, dans une ville, et ceux qui reviennent racontent les horreurs qu'ils ont vues, ils sont très traumatisés. J'ai croisé Pierre Palmade à 120 sur l'autoroute, affreux, et donc il va débarquer dans la ville, ce qui sera peut-être le seul espoir de ces gamins, à savoir une chasseuse de monstres. Ça sera peut-être l'occasion pour moi de redonner une chance à ces comics. On verra. Alors chez Marvel, l'événement de l'été s'intitule Ultimate Invasion. C'est orchestré par l'excellent Jonathan Hickman avec Brian Hitch. Ce sera une mini-série en 4 chapitres. Elle aurait peut-être aussi pu être renommée Hypocrisy Invasion, plus que l'événement Secret Wars de 2015, écrit aussi par Jonathan Hickman, avait servi à anéantir toute la ligne Ultimate, qui avait servi à redynamiser les licences principales de chez Marvel dans les années 2000, un gros carton. Et en même temps, ça n'avait presque pas d'impact au final, puisqu'on a bien vu que tous les meilleurs personnages de cet univers étaient intégrés à l'univers principal, qu'on va appeler le 616, notamment Miles Morales, ou encore le créateur, la version maléfique de Reed Richards, qui va être l'instigateur de cette Ultimate Invasion, et qui va vouloir restaurer tout l'univers Ultimate. Donc restons méfiants, on verra si c'est un truc qui est fait pour avoir de l'impact ou si ça divertira. En tout cas, c'est du Jonathan Hickman, donc on sera au rendez-vous. Chez DC, en revanche, on va faire se confronter les principaux héros de l'éditeur à leur pire cauchemar dans un événement qui s'intitulera Night Terror, Night comme le chevalier, mais il y a le jeu de mots toujours pareil avec les terreurs nocturnes. Ça sera orchestré par Joshua Williamson, et alors quelle sera la pire peur de Batman? Est-ce que c'est de ne pas apparaître dans au moins 2/3 des comics que sort DC tous les mois? Est-ce que c'est de trouver dans la Batcave une vieille cassette où il peut voir sa mère, son père et Alfred qui montrent ce qui fait l'homme dans le mot majordome? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fera appel à Deadman pour aider à résoudre tout cela. Et on termine avec du relooking, celui notamment de Jake Gallo, le Punisher de 1099, qui découvre les journaux de guerre de Frank Castle et décide de poursuivre son œuvre. Alors il a aussi dû trouver les journaux de style de Matt Pokora en 2000.
puisqu'il se fait sa petite crête courte, un petit peu plus énervé quand même. Nouveau look aussi pour Black Panther dans sa prochaine série. Alors peut-être qu'il se fait un petit peu frileux, puisque il va avoir une petite cape, aussi un bouclier, une lance, et puis un couteau de lancer. Et on verra, il a été banni du Wakanda et j'espère que là où il va aller, eh bien il n'y aura pas trop d'arbres avec des branches un petit peu emmerdantes, sinon sa cape elle va pas faire long feu. Et puis justement pour les frileux et pour ceux qui mettent un plaid sur leur lit pour faire attention de ne pas trop le salir, eh bien soulevons-le pour parler de couverture avec l'excellent hommage de l'artiste Mark Brooks à une vieille tradition de chez Marvel, les corner boxes, quand l'éditeur s'amusait à mettre très clairement les personnages qui apparaissaient à l'intérieur du numéro dans un coin, le coin supérieur gauche. Vous voyez que ça sur les stands. Alors là, c'est carrément des couvertures variantes. Et c'est magnifique, et puis finissons avec toujours une couverture, celle de Scott Koblish, qui était déjà le détenteur du record du nombre de personnages apparaissant sur une couverture double, celle de Deadpool, le numéro 27, le mariage de Deadpool. On pouvait voir 232 personnages, 224 qui ont été officialisés par le Guinness Book. Et bien là, il pulvérise lui-même son propre record avec deux doubles couvertures, celle du Fantastic Four numéro 7, qui est le numéro 700 en réalité, et donc il y a 700 personnages de l'univers Marvel, il a dû y passer un temps monstre. Chapeau l'artiste. Lisez, 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 et comme la semaine dernière, je travaille sur un nouveau format pour vous parler justement de mes lectures, et donc pour l'instant, tant qu'on peut le faire ici, dites-moi ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, à réagir aussi sur les réseaux sociaux, où vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis 388 JT maintenant et c'est pas prêt de s'arrêter. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Je vois des articles se demander d'où vient la cicatrice au sourcil d'Ellie dans The Last of Us. Mais non, c'est pas une cicatrice, c'est juste qu'Ellie vient du Nord-Pas-de-Calais, que pour elle, Audi TT, ça veut dire tuning et tectonique.